similitudes et de différences. Et vous défendez tous une revendication de montrer ce que vous faites artistiquement, mais aussi, bon, chacun à sa manière doit lutter contre certains obstacles. Donc un peu de voir ce qui est bien et ce qui pourrait être mieux, pour être un peu positif par ces temps de grosse pluie. Donc on va reprendre le même sens, voilà, pour 2 minutes chacun, et puis on laissera la parole aux personnes qui souhaitent intervenir. Alors je dirais, je commencerai quand même par les difficultés, parce que quand j'ai commencé à réfléchir sur l'idée d'ouvrir la start-up Archivart, je me suis rendu compte que les artistes, le premier fournisseur entre guillemets de la plateforme, c'est les artistes, parce que la plateforme elle est faite pour les artistes et pour aider les artistes. En faisant une enquête auprès du ministère, j'ai compris qu'il y a seulement 2% des artistes qui arrivent à vendre leurs œuvres d'art. Donc c'était un pourcentage pour moi qui en était... Tunisie ou... En Tunisie, oui, en toute la Tunisie. Et quand j'ai fait cette enquête, j'étais quand même sidérée de ce nombre très, très, très réduit qui n'a pas de sens. Et du coup, je me suis rendu compte que voilà, il faudrait trouver une solution. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a pas mal d'espaces artistiques qui peuvent exposer les artistes. Mais ce qui manquait en plus, c'est qu'on était devant des fournisseurs, comme j'appelais les artistes, qui n'avaient pas de statut. Et c'est ça en fait, c'est la grande difficulté. Et on en parlait dans les tables rondes avec Shiran, parce on pense maintenant essayer de faire bouger les choses au niveau du ministère. C'est que voilà, les artistes n'ont pas Rares sont les artistes qui sont patentés en Tunisie, ce qui prend beaucoup de temps. Apparemment, d'après les enquêtes, ça prend 3 à 4 ans pour avoir une patente. Et on est en plein dedans dans les discussions du statut de l'artiste. Donc, quand on veut travailler avec un artiste, on ne peut pas, en fait, pour même le client, on ne peut pas facturer pour quelqu'un qui n'existe pas juridiquement. Et du coup, c'est ça, en fait, du moins pour moi, c'est ça la difficulté. C'est que l'artiste aussi n'a pas de couverture sociale, donc du coup, c'est difficile pour lui de travailler dans ce sens. Mais en même temps, je pose la question aux artistes, c'est que les artistes aussi ne déclarent pas leurs revenus, c'est ce qui rend la situation plus compliquée. Donc on est entre deux bords, on est en train de travailler sur quelque chose de bien cadré au niveau du ministère, mais en même temps, on attend de l'aide et de la transparence au niveau des deux côtés, du ministère et des artistes aussi. Ce qui est difficile pour une société comme la mienne ou pour la start-up, c'est que les artistes aujourd'hui n'ont pas de statut. Je ne sais pas où parce que on est en plein travail, merci, avec des juristes, des avocats, et on espère bouger les lignes dans ce sens. Et voilà, la chose positive, c'est qu'il y a eu beaucoup de production artistique, c'est que le Covid n'a pas du tout stoppé l'effort des artistes, et ça a mené vers des projets qui sont hyper intéressants, et les artistes se sont impliqués beaucoup dans des projets même après le Covid. Le digital a beaucoup changé, c'est-à-dire a facilité les choses. Même on a travaillé des enquêtes auprès du ministère en faisant des meets sur Google, et on a pu faire bouger les choses en créant une enquête sur tout le secteur artistique des arts visuels et scéniques. C'était avec Shiran et aussi avec le ministère de la Culture. Donc les choses sont en train de bouger dans le bon sens. Et on est tous là pour pouvoir être là pour aider. Voilà, merci. Merci Wafa. Donc toujours garder en tête que la digitalisation n'est pas là pour remplacer aussi ce qui existe concrètement, mais est une aide, et peut-être un peu clarifier tout ce domaine-là. Shiran ? Merci. En fait, comment faire pour ne pas être négatif?
Non, on va prendre les choses justement en négatif. En fait, à mon avis, essayons de rebondir. C'est-à-dire qu'une des questions fondamentales, je pense, qui regroupe un peu toutes ces choses-là, c'est comment est-ce que les différents agents économiques de cette discipline artistique peuvent vivre, que ce soit les artistes, les galeristes, les médiateurs quand il y en aura, les différentes institutions, voilà. Donc je pense que, Fem l'a dit, c'est une question de marché. Donc en fait, c'est vrai que la première question à se poser, c'est un marché, c'est quoi? Le marché de l'art, c'est quoi? C'est quelque chose d'assez complexe qui nécessite un grand nombre d'acteurs et d'agents, mais principalement des acheteurs et des vendeurs. Aujourd'hui, si on se positionne sur la question de l'acheteur, on n'a pas trop parlé, le public, M en a parlé un peu, c'est vrai qu'on a quand même du mal à faire passer, c'est des choses qui se construisent, ça relève de politique publique et ça relève de politique culturelle. Comment est-ce que on fait rentrer dans les habitudes de tout le monde d'acheter de l'art, d'acheter des objets artistiques, d'acheter du contenu, que ce soit des éditions, que ce soit une œuvre originale, qui généralement a un coût assez conséquent et sur lequel en fait il n'y a pas forcément des habitudes collectives de ces choses-là, parce que en vérité, là où on acquiert les habitudes de consommer gratuitement, ce sont les musées. Et que on a des musées, mais on n'a pas de musée d'art visuel ou d'art plastique. Il y en a un en projet qui devrait ouvrir à l'automne, si j'ai bien compris. Je ne sais pas où on est sur ce... On me dit sur un article de 1968, un truc comme ça, le musée d'art moderne en Tunisie. 1968. Ah, 1968. Ouais, c'est bien, on a au calendrier grec peut-être, au calendrier tunisienne, je ne sais pas. Donc tout ça en fait, mais encore une fois, il y a beaucoup d'initiatives privées qui le font à leurs échelles. Pourquoi la Médina de Tunis aussi? C'est aussi un endroit, une zone où l'art rue exerce depuis longtemps sur ces choses-là avec le festival Dream City. Et il faut déjà donner ces habitudes-là avant de construire un marché. Et après, si on regarde à l'autre prisme, déjà de ceux qui achètent, aujourd'hui, si on essaye d'analyser un tout petit peu le marché de l'art avec le peu de données qu'on a, d'une part, je pense qu'il y a une bulle qui est en train de grossir et qui est de plus en plus dans la spéculation, qui relève de ressorts assez, tu me contrediras peut-être pas, peut-être ou pas, je ne sais pas, qui relève d'un manque de connaissances et de compétences à analyser réellement ce qui est en train d'être produit. Ce qui n'est pas plus mal pour certains artistes qui arrivent à se positionner dans ce marché-là, mais qui en même temps fait une sorte de distorsion sur l'ensemble du reste et qui crée des gros écarts. Et du coup, forcément, comme toute bulle, quand on est collectionneur, on a envie de savoir sur quoi on mise en termes d'investissement. Or ça, vu que ces données-là de la qualité de l'objet acheté sont de moins en moins informées, en fait, bref. J'espère que je ne vous ai pas tous perdus. Et non, mais en fait, encore une fois, je pense, pour être un peu dans l'optimisme, c'est-à-dire que tout ça, ça se travaille avec justement l'habitude du grand public. Il faut sensibiliser au plus grand nombre ce qu'est l'art, ce qu'est la consommation de l'art. Pourquoi qu'est-ce qu'on peut gagner en tant qu'individu à voir de l'art, à être confronté à de l'art, à des représentations visuelles d'autres choses, d'autres mondes, d'autres univers, d'autres problématiques, de représentation de ce dans quoi on vit sans qu'on s'en rende compte réellement. Et ça se fait par le biais de la critique d'art, du médiateur, des galeries qui font un travail inclusif vers le public et des journalistes, des médiateurs, j'ai déjà dit, mais on n'en a quasiment pas. Je vais clôturer en disant aussi que, et là je suis optimiste parce qu'en fait il n'y a pas le choix, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a quand même un problème que vous avez peut-être pas évoqué, mais aujourd'hui les œuvres d'art ne peuvent pas sortir du territoire tunisien parce qu'elles sont en fait, et ça date de l'époque de la dictature, elles sont considérées comme un bien meuble du patrimoine archéologique. Et en fait, il y a une directive du ministère de la Culture qui a créé une sous-direction de la douane, du ministère des Finances, qui est spécialisée dans attraper les œuvres d'art pour qu'elles ne sortent pas. Donc déjà, je pense que c'était censé être mis sur la table avec Shiraz, malheureusement Shiraz, on ne sait pas, on n'en sait rien, on verra, de toute façon, comme toujours, on n'en sait rien. Mais en tout cas, quel que soit le successeur, même si c'est elle, ça devra être mis à nouveau sur la table et de manière plus vocale. Et là-dessus, encore une fois, juste pour clôturer, je pense qu'il y a aussi quelque chose, à un moment donné, il faut aussi qu'on regarde, moi je m'inclus dans le secteur, même si je ne suis
pas un créateur, je suis bientôt être galeriste, donc j'ai le droit. Mais je pense aussi qu'il faut qu'on arrête de laisser parler des gens qui se constituent très facilement en syndicats divers et variés et qui ne parlent que pour eux-mêmes généralement, pour capter, comme tu disais, les subsides publics et les subventions publiques. Et ceux qui ont plus à cœur l'intérêt du secteur devraient réussir à se mobiliser un peu plus et gueuler un peu plus fort que les autres pour justement faire avancer ces choses-là. Voilà. D'accord.